Guillaume Farde, consultant police-justice. C'est vrai qu'on a, bonsoir, on a un mode d'action depuis 3 jours cohérent dans l'opérationnel, ce mode d'action, selon vous? Coordonné, structuré, avec des cibles qui ne sont absolument pas choisies au hasard. Elles sont toutes en lien avec l'administration pénitentiaire. Soit il s'agit de l'école nationale de l'administration pénitentiaire, soit il s'agit d'agents de l'administration eux-mêmes, leurs véhicules sur le parking des établissements pénitentiaires, à leur domicile. Donc on est clairement sur de l'intimidation. L'intimidation, ça permet d'ouvrir une enquête sur un fondement terroriste. C'est pour ça que le parquet national antiterroriste le fait. L'article 421 du Code pénal, deuxièmement, c'est ça, c'est troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, on y est, ou la terreur. Maintenant, reste à savoir qui le fait et pour quelles raisons. Dans qui le fait et pour quelles raisons, hier, il y a eu deux hypothèses qui ont tenu la corde. Certains disaient c'est l'ultra-gauche. Marine Le Pen a tweeté ça notamment, parce que on avait un groupuscule qui signait des DPF, parce qu'on avait le recours à le droit des prisonniers français et que le communiqué qui a été un temps posté sur une chaîne Telegram du même nom laissait entendre que les conditions des prisonniers ne seraient pas dignes, devraient être améliorées et que donc il faudrait lutter contre et au besoin en recourant à l'incendie volontaire. Assez rapidement, cette hypothèse a commencé à se dégonfler. D'abord parce que il y a eu usage d'armes automatiques au moins dans un cas hier à Toulon et que c'est pas du tout le mode opératoire de l'ultra-gauche. Ensuite parce que ce groupuscule est inconnu. D'autre part parce que le vocabulaire emprunté dans le communiqué n'est pas le sien. C'est pas le vocabulaire burlesque des autonomes, une délégation inattendue qui ont saboté la SNCF le 26 juillet dernier, jour d'ouverture des Jeux par exemple. On n'est pas là-dedans. Et enfin parce que la géographie ne coïncide pas. On n'est pas à Grenoble, on n'est pas à Nantes, on n'est pas à Toulouse. On est en Île-de-France, dans des lieux qui ne sont pas les plus familiers de l'ultra-gauche. Et on est dans le sud-est aussi, globalement. Et qui n'est pas non plus le terrain de jeu favori de l'ultra-gauche, qui a pu se mobiliser à certains égards contre les projets de construction d'établissements pénitentiaires. Mais quand elle l'a fait, c'était plutôt contre les BTPistes. C'était plutôt contre Eiffage, par exemple, en octobre 2018, à Grenoble d'ailleurs. Parce qu'il y avait une dimension anticapitaliste aussi. L'administration pénitentiaire, c'est pas sa cible. Donc, là, c'est de l'intimidation, véritablement. Oui. C'est faire peur au ministre de l'Intérieur, aux agents. Oui. Enfin, c'est celui de la Justice. Au ministre de la Justice. Ministre de la Justice, Gérald Darmanin, il est garde des Sceaux. Oui, parce que derrière, il y a des enjeux financiers extrêmement lourds. Vous savez, ceux qui vont se retrouver à partir du 31 juillet pour Vendin-le-Viel et du 15 octobre, pardon, pour Condé-sur-Sarthe, emprisonnés à l'isolement total, ils vont perdre gros. D'abord, ils vont perdre le contact avec l'extérieur. Ça veut dire que sur leur point de deal... Donc pour vous, c'est à la patte des narcos? Ah, pour moi, très clairement, oui. Très clairement, oui, sans la moindre ambiguïté, parce qu'ils vont perdre de l'argent, d'abord, et ensuite ils vont perdre un mode de vie en détention qui, jusqu'à présent, leur permettait des à-côtés récréatifs et sexuels. Et de continuer leur business aussi. Oui, notamment, puis les parloirs sexuels, et puis la drogue en détention, et puis les téléphones. Et là, ça va être terminé. Oui, et donc ça peut... À Vendin-le-Viel, il faut le rappeler, c'est là qu'ils vont être regroupés. Notamment, et puis Condé-sur-Sarthe dans la foulée. Les gardes des Sceaux, il y a quand même 2 nuances de taille. La première, ils disposent donc d'un service national du renseignement pénitentiaire, et donc d'informations sur ce qui se passe dans les établissements pénitentiaires, et si ces actes sont commandités, notamment depuis l'intérieur des établissements, il peut disposer d'informations pour le dire. Et ensuite, parce que il est beaucoup plus facile d'empêcher la construction de ces quartiers de haute sécurité, prisons de haute sécurité, maintenant de la part d'un certain nombre de trafiquants, que de s'en évader le jour où ils y seront enfermés. Donc en fait, ils jouent le tout pour le tout. Oui. Ils ont des moyens financiers quasi illimités. Le trafic de stupéfiants, c'est 4 milliards d'euros. C'est autant que la filière bière en France. À chaque fois que quelqu'un boit une bière, il y a quelqu'un qui se drogue dans ce pays. Ça fait vivre 250 000 personnes. C'est presque autant que la filière vin pour les emplois directs. Donc c'est quand même conséquent. Donc vous avez des moyens. Vous avez des gens à l'extérieur qui sont prêts à aller commettre ce type d'action que vous pouvez recruter, notamment sur Snapchat, sur les applications mobiles, sur Telegram, dont certains parlementaires ont refusé qu'on puisse écouter les communications, et notamment les communications... Pardon, je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous dites, à chaque fois que quelqu'un boit une bière, il y a quelqu'un qui se drogue dans le pays. On est au même niveau. 4 milliards. La filière brassicole en France, c'est 4 milliards d'euros. 4 milliards, c'est le trafic de stupéfiants en France. Sauf que la filière brassicole, c'est légal. Oui, bien sûr. Les gens paient des impôts. Avec modération. Et voilà, évidemment, avec modération. Et c'est un commerce honnête. Tandis que le trafic de stupéfiants, c'est non seulement malhonnête, mais en plus, ça conduit à l'hyperviolence à laquelle nous assistons. Donc quand vous risquez de tout perdre
et notamment en perdant le contact avec l'extérieur, que vous ne savez plus ce qui se passera sur les points de deal que vous tenez et que vous allez être remplacé dans les cités où vous étiez un héros, où vous étiez fait une notoriété, où vous teniez les gens, vous teniez des communautés, vous teniez des commerces. Où est blanchi l'argent de la drogue? Dans les ongleries, dans les barbershops, dans les PMU, où on va acheter tous les tickets gagnants des jeux à gratter pour ensuite avoir une facilité de blanchiment de l'argent. C'est ça la réalité. Donc vous perdez tout ça d'un coup. Si on vous dit ça, heureusement que vous réagissez. Enfin, ces gens-là sont quand même suffisamment subtils, parce qu'il faut pas les créditer de stupidité pour pouvoir essayer de détourner les regards en créant un groupe qui est complètement fantaisiste, des DPM, des DFM. Enfin, il y a eu même des variantes parce que ceux qui vont commettre ces actes n'ont pas toujours la bonne information ni la bonne facilité d'écriture sur les bâtiments ou les véhicules qu'ils incendient. Et en créant ce leurre-là, ils mettent la pression sur qui? Sur les agents d'administration pénitentiaire qui, via leurs organisations syndicales, pourraient, on n'en est pas là, mais pourraient, parce qu'ils sont intimidés, dire bon, ça suffit. C'est ça la manœuvre, il ne faut pas être dupe de ça. La cause racine de l'hyperviolence, comme disait le ministre de l'Intérieur dans sa conférence de presse, c'est le trafic de stupéfiants. On oublie aussi la déstabilisation étrangère. Vous pensez vraiment, là, tous les trois... Quelle déstabilisation étrangère? On est sur du narcos, quoi. Mais encore une fois, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Qui a intérêt à intimider de cette manière? On peut tenter de déstabiliser le pays aussi en déstabilisant les ministres, le ministre de la Justice. Pourquoi les agents de l'administration pénitentiaire et pourquoi maintenant? J'y reviens. Les agents de l'administration pénitentiaire, parce que via leurs organisations syndicales, avec un dialogue social qui parfois peut être difficile, il y a 45 000 agents de l'administration pénitentiaire. Ce que le président de la République disait, c'est la troisième force de sécurité intérieure du pays. Ces agents-là pourrait tout à fait dire qu'ils ne sentent pas que les conditions de sécurité sont réunies pour que ces deux établissements qui sont annoncés, mais qui ne sont pas encore opérationnels à Vendin-le-Vieil puis à Condé-sur-Sarthe, dans cet ordre, ouvrent. Donc c'est là que ça se joue, ce processus d'intimidation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir ces mafias dont on parle, narcos en France, qui sont en train de monter en puissance lourdement et que ce qui s'était passé à Incarville, ça peut de nouveau se reproduire. Ça peut. Vous pouvez vivre à Magnanville, version administration pénitentiaire. Je rappelle qu'en 2016, un couple de policiers a été tué à son domicile avec un petit garçon de 3 ans qui a été sauvé in extremis par le RAID. Donc vous pourriez tout à fait vivre cela. De l'intimidation, on en voit. Aujourd'hui, l'intimidation, c'est plus une façon d'exercer une pression sur des agents pour que rentrent des objets interdits en détention, essentiellement des téléphones portables. Mais pour autant, on n'est pas encore allé jusqu'au crime qui consisterait à tuer un agent d'administration pénitentiaire. Mais pourquoi le ministre parle de conserver les armes des agents à la sortie de c'est donc bien pour qu'ils puissent se protéger face à cette montée en puissance de la terreur et de la menace.